Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cet épisode de Leader Résilient. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège d'accueillir Stéphane Surdeck. Stéphane, tu es coach, tu es formateur, tu es un spécialiste en culture organisationnelle. Peux-tu te présenter un peu plus, s'il te plaît? Oui, merci Nadine, premièrement, de m'avoir à ton émission. J'en ai regardé quelques-unes. C'est tout le temps super fun comment tu interagis avec les gens. C'est un privilège d'être ici Merci aussi avec Stéphane. toi. Donc, un peu comme Nadine mentionnait, je suis quelqu'un qui est un mordu de leadership puis qui est un mordu de culture organisationnelle. Moi, quand je travaille avec mes clients, souvent, on essaie de les aider à amener un changement dans leur organisation. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est de les aider à amener ça d'une façon qui est plus systémique et émergente, au lieu d'essayer de créer un bon vieux plan comme on faisait par le passé pour la gestion de changement. Et puis ça amène un mode de changement qui est un petit peu moins prévisible, et puis justement qui demande beaucoup de résilience pour arriver à nos fins puis aux changements qu'on veut arriver. Mhm. OK. Ben, merci pour ça. Stéphane, on parle de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la résilience? Pour moi, la résilience, c'est avant tout un mindset qu'on OK. peut avoir. C'est un état de pensée, c'est un état d'esprit, c'est euh, une, je dirais même, c'est comme une volonté aussi qu'on a. C'est une volonté de se relever quand ça va pas bien, c'est une volonté de persévérer, c'est d'être capable, justement, je pense que c'est Rocky à un moment donné qui disait, c'est pas combien de fois tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves et comment Mhm. est-ce que tu te relèves. Pour moi, la résilience, ça tourne autour de ça. OK, merci. Puis, dans tes mandats de formation ou de coaching organisationnel, ça ressemble à quoi chez les leaders avec qui tu travailles, la résilience? Il y a deux volets que je pourrais te parler. Il y a un volet, euh, il y a un volet pour des clients. Il y a aussi un volet pour moi en tant que coach. Pour les clients, des fois, quand on regarde les changements qui se passent dans les organisations, comment est-ce qu'on essaye de faire des changements? On essaye de faire des changements très rapidement. Mhm. On vise de résultats tout de suite. Oui. Puis ça me fait rire parce que quand tu regardes comme au baseball, c'est un de mes exemples préférés, tu regardes au baseball, les meilleurs frappeurs, ils frappent pour combien? C'est quoi? C'est 330, 300? Ouais. 330, 340 dans ces coins-là. Euh, puis ça, c'est une balle en lieu sûr Mhm. à chaque trois présences au bâton. Mais pourtant, quand on est dans les organisations, il faut que tout soit parfait tout de suite. Fait que dans un contexte organisationnel, je pense que la résilience, c'est beaucoup autour de la patience. Le changement se passe pas comme on veut. Le changement arrive pas comme on aurait souhaité, aussi vite qu'on aurait souhaité. Ben, comment est-ce qu'on fait pour pas être pris dans j'ai besoin de livrer vite et que ça arrive pas puis que je suis frustré parce que ça arrive pas puis que je me décourage puis que j'abandonne puis que mon changement disparaisse. Au point de vue du coach, la résilience, c'est beaucoup au niveau de prendre les gens où ils sont. C'est au niveau de regarder les clients qui sont peut-être pas prêts pour le changement qu'ils veulent faire. Mais comment être résilient puis être patient avec les gens pour être capable de les accompagner d'une façon qui est adéquate et puis tout en étant dans l'acceptation d'où les gens se trouvent puis qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre puis comment est-ce qu'on les aide à grandir. OK. Je vois le parallèle entre les deux aspects là, de la transformation organisationnelle, mais aussi la transformation individuelle par le coaching, où on doit prendre un recul, faire preuve de patience, se concentrer sur ici maintenant. Oui. Euh, dans quelle mesure est-ce que tu observes la difficulté euh, de se détacher du résultat qu'on veut pour pouvoir avoir cette patience-là? Je pense qu'une partie de ça, là, c'est c'est quoi le résultat qu'on veut vraiment?
Mhm. Il y a un leader avec qui je parlais dans une de mes formations, je parle des 3 boucles d'apprentissage. Triple Loop Learning, si vous voulez Oui. faire de la recherche sur le terme. Et puis, la première boucle de réflexion, c'est la boucle d'action-résultat. Donc, je veux un résultat, je fais une action, puis là, je mesure, est-ce que j'ai eu mon résultat ou pas? Si je ne l'ai pas eu, je prends un autre type d'action, puis là, je regarde est-ce que j'ai eu mon résultat. Puis, les gens sont souvent juste pris dans cette boucle-là, dans le monde du travail. On est tout le temps à la quête du prochain résultat. On est tout le temps dans le rush d'essayer de faire quelque chose. Mais la deuxième boucle, c'est autour du cadrage. C'est autour de c'est quoi qu'on essaie de faire maintenant. Donc là, maintenant, si on essaie d'initier les gens au changement, ben c'est quoi les actions qu'on fait qui sont là pour introduire le changement, parler au changement, mais non, on ne s'attend pas que le changement se fasse. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'en parler. Hmm. C'est comme un peu avoir le bon terreau puis la bonne luminosité pour une planche. Ça fera pas pour une plante, pardon, ça fera pas pousser la plante, C'est ça. mais ça donne les chances de quand on va planter. C'est ça. Puis ça nous amène un focus aussi. Puis la troisième boucle, c'est la boucle que j'appelle la boucle du contexte. Puis la boucle du contexte, quand j'en parle aux leaders, ce que je leur demande, c'est quoi que vous voulez vraiment? Mais Mm. vraiment, là. Assez, là, que vous êtes prêt à changer votre façon d'être, votre façon de faire, votre façon de voir les choses pour que ça arrive. Pour te donner un exemple simple, là, on vit tous dans des couples, hein, j'assume. Et puis, dans nos couples, des fois, on a des conflits. Puis, quand on a des conflits dans un couple, ben, souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut argumenter dans quelques modes. On peut argumenter dans le mode, ben, j'ai raison, puis t'as tort. Ou on peut s'y prendre différemment, qui va être constructif. Mais quand on est dans un mode j'ai raison, tu as tort, ben c'est quoi notre façon d'être? On n'écoute plus, on est fermé, on écoute pour mieux répondre, on écoute pour mieux argumenter et détruire ce que l'autre personne dit. Puis à un moment donné, en tant que personne dans cette couple-là, peut-être on est tanné de vivre cette discussion-là. Puis il y en a un des deux qui dit, puis si je faisais juste commencer à écouter plus, là, parce que là, je veux que ça s'arrange, cette affaire. Là, la façon d'être change. Ta façon d'écouter change. Ta façon d'approcher les choses change. Et puis, pour moi, c'est ça le contexte. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment. Mais vraiment assez pour changer ta façon d'être. Ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis avec le vraiment. J'ai fait le test avec un groupe de coachs plusieurs fois avec différents groupes de coachs où est-ce que je leur pose la question, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je leur demande de fermer les yeux, de se concentrer, qu'est-ce que tu veux? Puis après leur avoir laissé le temps d'y penser un peu, je recommence la question, puis je dis, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et là, c'est comme, OK, ils sont saisis par le vraiment, ça va les chercher, puis c'est une réponse beaucoup plus difficile à aller chercher, puis à exprimer aussi, parce que ça vient tellement profond. C'est ça. Mais quand tu sais ça peut te donner le courage d'être résilient. Parce Mm. que c'est ça que tu veux vraiment. Fait que C'est quoi la place du courage pour la résilience que tu vois? la place du courage, des fois, tu sais, c'est même d'avoir le courage de continuer d'essayer. Ah, oui. C'est aussi simple que ça, des fois. OK, on peut parler de courage de façon typique ou on va parler de courage d'avoir des conversations difficiles, mais des fois, c'est d'avoir le courage d'être résilient puis de ne pas abandonner. Mm. Il y a un gestionnaire avec qui je travaillais il y a plusieurs années qui était connu comme étant quelqu'un qui changeait d'idée vite par ses gestionnaires. Donc, quand ils ont commencé leur transformation, il y en a certains qui disaient, ah, OK, ça c'est son trip dans le moment, donne-y 6 mois, puis on va passer à autre chose. Mm. Mais après 6 mois, lui, il tripait encore, puis il voulait continuer. Puis tout le monde était désarçonné parce qu'il y en avait beaucoup qui attendaient que ça passe. Donc, il n'embarquait pas. Donc, il n'embarquait pas, il n'y avait pas d'incitatif jusqu'à ce qu'il réalise, oups, cette fois-là, il est sérieux. Mm. Fait que la résilience, c'est d'être capable de revenir avec tes idées aussi, puis de tenir à tes idées. Puis même des ajouts. Si tu veux vraiment amener le changement d'une façon intéressante, c'est comment que tu fais pour être assez ouvert, pour être résilient et tenir à tes idées, tout en étant assez ouvert pour inclure les idées des autres, Oui. puis les inclure dans ce que tu sais, comment est-ce que les choses s'alignent
pour que justement les gens veulent embarquer avec toi. Mhm. Puis là, après ça, tu peux être résilient, mais vous allez être résilient en petite gang. Tu seras plus résilient tout seul. Et c'est quoi la puissance de ça, d'aller chercher les autres pour soutenir la résilience? La puissance de ça, moi, souvent, quand on fait des ateliers de gestion de changement avec nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait avec des gens de l'équipe de gestion, Mhm. puis on le fait avec des gens du terrain aussi. On OK. s'arrange pour amener des chefs d'équipe, des leaders d'influence sur le plancher. Puis l'effet qu'on essaye de créer, c'est quand les gens sur le plancher ont des questions, ils ont plein de gens vers qui ils peuvent se tourner, qui sont capables de donner des réponses. Fait que là, c'est plus juste le changement d'équipe de gestion, c'est le changement d'un plus grand nombre de personnes. Puis Hmm. ça, en termes de résilience, t'as pas juste un leader qui a le poids d'amener la transformation. On peut être résilient en groupe, on peut s'encourager en groupe, on peut se soutenir en groupe, ensemble. Puis ça, c'est un autre degré, mais ça crée un changement qui a plus de chances d'arriver. Ben oui. Je vois le parallèle avec la course de l'armée, le demi-marathon qui a eu lieu il y a quelques semaines. Euh, T'es dans le milieu de ta course, t'es rendu à 13-14 km, t'as le goût d'arrêter, puis là, il y a quelqu'un qui court à peu près en même temps que toi depuis plusieurs kilomètres, puis il dit « Hey, lâche pas, là, viens-t'en », puis ça te redonne un boost. Fait que c'est C'est cet ça. effet-là, j'imagine, où est-ce que tu as une personne dans l'équipe, que ce soit le leader ou que ce soit un autre qui commence à ralentir, puis ah, pourquoi je fais ça? Puis là, les autres qui le ramassent puis qui l'amènent dans la vague, c'est ça? Ouais. Puis c'est drôle aussi, parce que un autre élément que je vois des fois, tu sais, je te parlais tantôt des gens qui veulent aller vite, c'est que je rencontre aussi beaucoup de gens que, mettons que je travaille 2 ans avec eux, moi, je me rappelle du chemin, je me rappelle où est-ce qu'ils étaient quand ils ont commencé, mais Hmm. eux, ils l'oublient. Fait que là, quand tu jases de changement, puis qu'ils commencent à manquer de souffle, qu'ils commencent à dire, ah, pourquoi qu'on fait ça au juste? Ça marche pas. Puis que tu recommences à faire le chemin avec eux, puis tu les ramènes au début, puis tu leur fais marcher à travers ça, puis qu'ils voient que, OK, c'est pas parfait, mais c'est vrai qu'on est tellement plus à la même place. Wow. Ça aussi, ça t'aide à aller rechercher le petit bout, ce que tu disais, là, ton exemple pour la course. Ben oui, écoute, ça doit être super, ça doit être fantastique de, toi, tu les vois évoluer, mais eux autres, ils se voient où est-ce qu'ils sont ici maintenant, puis ah, ça avance pas. Puis de toi de dire, ben regarde où est-ce que tu étais, c'est comme, ah, wow. Oui. Ah. Puis c'est ça, nous, dans le contexte de ce qu'on fait, la résilience pour nous, c'est de garder le sourire, c'est de rester calme, c'est d'être l'influence pour les gens qui leur donne le courage d'essayer encore une fois, Hmm. qui leur donne le goût d'essayer encore une fois. Oui, puis ça doit pas toujours être facile. Et la vie a tendance à nous lancer des jambettes au moment où on s'attend le moins, au moment où on pensait qu'on pouvait pas aller plus bas et vilant dans les dents. Oui. Tu as parlé d'état d'esprit, de mindset. Comment est-ce qu'on peut arriver à se développer une force, un mindset qui est suffisant pour remonter, pour être résilient? Moi, je trouve que ça commence beaucoup par reconnaître qu'on a le choix dans la vie. On a pas mal plus de pouvoir qu'on pense qu'on a des fois. Mhm. Puis des fois, des limites qu'on rencontre, des choses qui vont pas bien, c'est des limites que nous, on se met. C'est pas des limites qui sont vraiment là. Ou si elles sont, ben, comment est-ce qu'on peut trouver, comment est-ce qu'on peut travailler avec, mais ça commence beaucoup par nous. Fait que pour un mindset de résilience, moi, je trouve que ça commence beaucoup par être, prendre des décisions conscientes. Mhm. Comme, par exemple, euh, je vais te donner un exemple comme ça. Tu le sais, j'organise un événement prochainement, mais quand j'organise des événements publics comme ça, le défi, des fois, c'est de trouver des gens. Puis, euh, si tu pars du mindset que ça va pas marcher, demande-toi pas pourquoi ça marche pas. Demande-toi pas Mhm. pourquoi tu personne d'inscrit. Mais si tu pars du mindset que ça va arriver, tu as beaucoup plus de pouvoir, tu as beaucoup plus de capacité de regarder autour de toi puis de dire, OK, qui peut nous aider? Qui peut faire quelque chose? À qui je peux parler? Parce que c'est une décision que tu as prise.
je suivais un petit cours de mindset dernièrement en ligne. Une des choses clés qu'il mentionnait dans le cours, puis je le vois à l'œuvre, c'est des choses que je sais parce que j'amène ça chez mes clients, mais en même temps, ça fait du bien même pour nous des fois, de petits refreshers. Mais une des choses clés qu'il amenait, c'est des choses qu'on croit deviennent des décisions qu'on prend dans nos vies. Mm-hmm. C'est comme Ford qui disait, si tu crois que tu vas réussir ou si tu crois que tu ne réussiras pas, tu as raison. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, il y avait un gestionnaire, une fois, je travaillais avec un gestionnaire chez un client, puis on essayait de mettre un tableau de suivi en place pour quelque chose, de suivi des projets dans le groupe. Mm-hmm. Puis, moi, quand je fais du changement, je suis un changeur, un agent de changement social. Fait que si je bâtis un tableau puis qu'il y a des gens qui se promènent, crois-moi que je vais parler du tableau aux gens qui passent. Parce que, tu sais, c'est comme, regarde, c'est cool. Regarde, c'est ça qu'on essaye de faire. Mm-hmm. Puis, il y a un des gestionnaires qui vient me voir à un moment donné. Puis là, je fais la même chose. Puis je lui explique. Là, le gestionnaire, il me dit, mais tu sais, Steph, il dit, ça marchera pas, ça, ici. Ah, OK. Pourquoi? Fait qu'il commence à m'expliquer pourquoi ça marcherait pas. Puis je l'écoute, puis je lui pose des questions, puis je l'obstine pas, puis je fais juste l'écouter. Puis à un moment donné, je le regarde, puis je lui dis, OK, écoute, je pense que tu as raison. Je pense que ça marchera pas. Je pense que ce qu'il faudrait faire, là, toi, tu connais mieux l'environnement ici que moi, là. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est aller voir ton patron, qu'on l'amène avec nous autres, tu lui expliques tout ce que tu viens juste de m'expliquer. Puis moi, je vais te backer. Puis là, la personne me regardait, puis c'est comme, ben, tu sais, ce qu'on pourrait faire, c'est... Puis là, le discours a changé. Fait qu'une des façons de changer de mindset un peu, c'est de changer les questions qu'on se pose. Mm-hmm. Tu sais, je peux pas faire ça. OK, cool. Mais si je voulais que ça arrive, qu'est-ce que je ferais? Okay. J'ai un de mes clients, encore une fois, où on travaillait sur mettre quelque chose en place, puis j'étais complètement contre. Mais complètement. Puis je le savais, puis j'étais pas productif, puis j'étais pas utile. Fait que j'ai dit à mon client, j'ai dit, regardez, là, ce que vous entendez, là, c'est moi qui résiste. OK? Mais moi qui résiste, il est pas très utile dans le moment. Fait qu'ignorer à peu près la moitié de ce que je vous dis, si vous pensez que je suis là, puis c'est cool. Mais là, pour 30 secondes, là, que ça c'est dit, là, si je voulais que ça marche, voici ce que je ferais. OK. Puis tu changes des questions, tu changes ton regard, mais c'est la même chose pour la résilience. C'est au niveau des questions que tu te poses. C'est au niveau des prémices que tu mets avant même de commencer quelque chose. Si tu mets des prémices négatives, demande-toi pas pourquoi ça marche pas. C'est presque en anglais, ils appellent ça un self-fulfilling prophecy. Oui, oui. Stéphane, tu as donné un exemple, mais dans la façon que tu nous as parlé de cet exemple-là, j'avais l'impression que la personne avait quand même une bonne intention, en sens, garde, perds pas ton temps, ça fonctionnera pas. Il n'était pas là pour saboter en tant que tel. Il n'était pas là pour saboter, mais il y avait beaucoup de ses croyances qui limitaient, ouais. de l'angle qu'il abordait. Il mettait déjà le paradigme que ça ne marchera pas. Qu'est-ce que tu fais avec des gens qui font ça intentionnellement, c'est-à-dire le sabotage intentionnel, des gens qui sont négatifs? Comment tu deals avec ça dans une organisation? Faut que tu fasses attention parce que ça peut... Il y en a... J'en ai vu deux types. J'en ai vu du type que c'est juste des gens qui sont comme désenchantés dans le moment. Mm-hmm. Qui ont vécu des blessures dans l'organisation, qui ont été à la guerre, puis qui ont vécu des blessures, qui ont subi la culture. Ouais. Puis ces gens-là, de la façon que je travaille avec eux, c'est que j'essaye d'avoir beaucoup de rencontres autour d'une tasse de café où on jase, puis où on parle, puis où on essaye de créer de l'espace, on essaye de vider le bagage qu'ils portent. Sans dire que le bagage est vrai ou faux, on essaye de vider le bagage qu'ils sont en train de porter dans la conversation. Puis après ça, des fois, c'est possible de ramener d'autres paradigmes puis d'autres façons de voir les choses. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, moi, j'aurais tendance à croire que ça, c'est la majorité des gens négatifs que tu viens de décrire là. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, puis c'est la majorité des gens négatifs.
et qu'en les écoutant, en les incluant dans le dialogue, sans les contredire, on peut, sinon les convaincre, au moins les neutraliser leur influence négative. J'ai pas tendance à croire beaucoup au terme de convaincre les gens. Oui, j'ai compris ça. Mais dans le sens que je trouve que quand tu te mets dans la position de convaincre, ce qui arrive, c'est que tu te mets juste d'une position de mindset, là, tu te mets déjà dans une position perdante. Oui. Parce que ce qui arrive, c'est que tu peux dire n'importe quoi, que la personne va te regarder et dire Nadine, t'étais bleu cette fois-là. Tu m'as presque eu. Mais non. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est non. Ouais. Mais à la place, si on essaie de comprendre des problématiques, si on essaie de leur montrer d'autres perspectives, de les aider à voir leur monde différemment, c'est là que le changement, c'est là qu'il y a des chiffres et des changements. C'est parce que les gens ne voient pas ce qui est possible. Mm-hmm. C'est plus une façon de les aider à regarder les choses autrement. C'est d'influencer leurs différentes possibilités de voir la chose et non pas de les forcer à penser d'une certaine façon. C'est ça. Puis des fois, il y a différentes choses hein, avec des gens dans ces postures-là. Il y a des gens, des fois, que tu peux prendre l'approche, je vais appeler ça l'approche Kalinours, où tu amènes beaucoup d'empathie, puis tu leur amènes beaucoup d'amour et d'attention et que tu les aides. Mais en tant que coach, des fois, il y a des personnes qui ont besoin de se faire dire « OK, c'est cute ce que tu viens de dire, là, mais c'est de la bullshit, puis c'est pas vrai. » Oh oui. Fait que c'est d'ajuster à ton auditoire, puis de voir comment est-ce que tu danses, puis comment est-ce que tu joues avec ça. Puis avec les gens plus difficiles, ceux qui veulent vraiment pas, des fois, c'est d'essayer de voir, un peu faire le même exercice qu'avec les gens, parce que tu peux pas assumer par défaut que les gens sont méchants puis qu'ils veulent absolument pas que ça marche. Il faut quand même faire une partie du cheminement qu'on fait avec les autres, parce qu'il faut être capable de saisir la volonté d'essayer, il faut être capable de saisir ce qui se passe avec ces gens-là, comment est-ce qu'ils voient les choses, ça fait-tu du sens ou pas, est-ce qu'on est capable de ramener d'autres perspectives ou pas. Puis après ça, il y a un moment donné où il y a un choix qui se fait. Là. Il y a un moment donné que c'est OK, ben là, c'est parce que si je fais ça, je nourris presque ta mauvaise intention. Oui, puis tu perds beaucoup d'énergie à essayer de gérer cette affaire-là. Fait que quand tu seras prêt, viens me voir, puis on va recommencer à en parler. Entre-temps, j'ai d'autres choses à faire. Okay. Puis des fois, le nommer, c'est ce qui crée la craque. Les coachs, on est là pour créer. On peut pas coacher quelqu'un qui veut pas se faire coacher, hein? Absolument. Mais des fois, il faut être capable, il faut être assez habile pour créer une craque où on est capable de juste comme enfiler notre pied pour pas que la porte ferme. Puis après ça, on est capable de travailler avec les gens, mais faut faire attention aussi parce que les gens qui sont vraiment un peu plus négatifs, les gens qui veulent vraiment intentionnellement saboter, ces gens-là vont juste devenir un puits d'énergie ils vont juste tirer notre énergie continuellement. Exactement. Écoute, Stéphane, je te remercie beaucoup de nous avoir donné toute cette perspective-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ta mission, à toi, personnelle, et puis dans le contexte aussi de Surdeck Solutions? Ben, dans le contexte de Surdeck Solutions, c'est le fun parce que c'est mon véhicule pour réaliser ma mission. c'est quand même bien aligné. Ça tombe bien, hein? Oui, ça tombe bien. Ma mission à moi, c'est autour d'allumer les gens. C'est autour de montrer aux gens qu'est-ce qui est possible, de se découvrir eux-mêmes, de découvrir ce qu'ils sont capables de faire, puis de les aider à se déchaîner, puis à voir comment ils peuvent être extraordinaires dans la vie. Moi, j'ai été chanceux. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont soutenu dans ma vie à différents moments. Et puis, je me suis rendu à une place où j'ai plus le goût de donner que de prendre. Fait que là, mon point de vue à moi, c'est comment est-ce que je fais pour soutenir les gens qui veulent se sortir d'où ce qu'ils sont, qui veulent voir la vie différemment, qui veulent se sentir avec une vie où ils ont plus de pouvoir personnel, où ils ont plus de possibilités, puis où ils peuvent juste s'amuser, puis avoir du fun, puis vivre la vie qu'ils peuvent vivre. Là. Ah, que j'aime ça. S'amuser et avoir du fun. Oui, c'est possible, même avec une carrière enrichissante. Oui. Ben,
Souvent, tu sais, dernier point par rapport à la résilience, là, il y a des clients qui me disent, Mon Dieu, que tu es patient. Mais c'est parce que moi, je vois ça comme un jeu. Puis je vois ça Hmm. comme une danse. Puis, fait que je m'impatiente rarement parce que c'est comme, OK, fait que ça n'a pas marché, on va essayer autre chose. Je Ah, vais mais essayer ça, un c'est parce autre que set t'es de pas pas. mauvais perdant, Stéphane. Ouais. Je peux l'être, pour être honnête avec toi. Mais je veux dire, quand tu vois la vie comme un jeu, et que tu es capable d'aborder la vie d'une place de gratitude, puis d'une place d'ouverture, puis d'une place où tu es capable de voir des choses positives, c'est beaucoup plus facile d'être résilient. Hmm. Parce que la vie est pas contre toi. La vie, elle est avec toi. OK. Ben, merci pour ça. Stéphane, tu as parlé de ton activité qui va avoir lieu au mois de novembre. On va mettre l'information sur le site moncoach.tv. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, il va y avoir un lien, vous allez trouver l'information. Tu peux nous en dire une petite, un petit Ouais. paragraphe là-dessus, s'il te plaît? Oui, c'est une retraite de leadership qu'on organise. On l'organise quelques fois par année. Et Mhm. puis, ce qu'on essaye de faire avec ça, c'est d'initier un petit peu une prise de conscience pour les gens ou de les aider à pousser des gens qui font déjà du développement personnel, des leaders qui font du développement personnel. On essaie de les aider à mieux se voir comme leader, puis à Mhm. mieux se définir, puis voir quel genre de leader qu'ils veulent être. OK. Et puis ça a lieu dans la merveilleuse région de Wakefield, en Outaouais. Oui, celle-là, on l'a fait du 15 au 17 novembre. Typiquement, ce qu'on fait, c'est que ceux en français, on les fait plus à l'Auberge-Westbrook en Estrie. Puis ceux en anglais, on essaie de les faire à Wakefield, mais exceptionnellement, celle-ci, on l'a fait en français à OK. Wakefield. Mais on en fait au printemps, puis on en fait typiquement à l'automne aussi. OK. Ben, un grand merci pour ça, Stéphane. Je te remercie d'avoir été mon invité aujourd'hui. Ah, merci de m'avoir eu. C'était un vrai plaisir. Et puis, un gros merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous et on vous invite à suivre la saison au fur et à mesure que ça se déroule. Merci beaucoup et à la prochaine.